Imaginez-vous acheter des tickets de loterie. Encore un, puis encore un. En vous disant que peut-être cette fois, ce serait la bonne. Maintenant, remplacez vos tickets de loterie par des comptes propres firmes. Bienvenue dans le syndrome du prop firm trader. Chaque jour, des milliers de personnes passent des challenges prop firm. Certains réussissent, beaucoup échouent. Et parmi eux, beaucoup recommencent. Mais alors, pourquoi ? Parce que c'est pas très cher ? Ou parce qu'ils espèrent toucher le jackpot ? Ce dont on va parler aujourd'hui n'est pas seulement un biais comportemental. C'est un schéma mental, presque une addiction, qui est renforcé par un système qui a tout compris à notre psychologie. C'est une vidéo qui ne parle pas simplement de trading. Elle parle de notre rapport à l'effort, à notre discipline, au temps. Elle parle de la société dans laquelle on vit, où tout doit être rapide, rentable, accessible et visible. Alors si tu veux devenir un trader, un vrai et pas un joueur qui a des rêves de gain plein la tête, alors reste jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, comme toujours, pas de recette miracle, mais je vais t'aider à reprendre le contrôle. Le syndrome des prop firms et pourquoi vous n'êtes peut-être pas trader, mais consommateur de rêve. Pour comprendre, revenons quelques années en arrière, à une époque pas si lointaine, où les prop firms n'existaient pas, et devenir trader sans capital relevait de l'exploit. Avant l'essor des prop firms, il n'y avait pas de raccourci. Tu voulais devenir trader sans capital ? Il fallait ouvrir un compte CFD, pas par amour des CFD, loin de là, mais c'était notre seule option pour pouvoir trader avec un capital restreint. On parle d'une époque où les contrats micro sur futur n'existaient pas encore, alors on prenait 500 000 euros de capital, on ouvrait notre compte et il fallait tenir, il fallait survivre. Les plus lucides d'entre nous savaient qu'on avait 90% de chances de perdre notre compte, mais c'était comme ça, on apprenait à coup de perte. C'était le prix à payer pour tester notre psychologie sur les marchés. On n'avait pas d'alternative. Pas de compte à 50 euros, pas de challenge à 100K passé en une semaine, on avait juste un compte minuscule et une montagne à gravir. C'était long, c'était très long, de 2 à 5 ans, parfois plus. Mais ce temps était nécessaire, il t'apprenait la rigueur, la gestion de la perte, la patience. Et petit à petit, tu créais ton chemin, tu accumulais de l'expérience. Tu construisais un historique, tu montrais que tu savais faire, et avec suffisamment de régularité, tu pouvais attirer l'œil des investisseurs. Ou alors, tu faisais grossir ton capital à force de petits gains, et tu pouvais enfin passer au contrat futur. Accéder à un levier professionnel et à un marché régulé. Ceux qui arrivaient jusque-là et passaient toutes les étapes étaient ceux qui avaient vraiment le mindset. Pour eux, être trader n'était pas une simple opportunité, c'était une vocation. Pour mieux comprendre la transformation du métier de trader, avec l'arrivée des prop firms, prenons un parallèle très parlant, celui du photographe. Avant le numérique, être photographe était une discipline technique exigeante. Chaque déclenchement avait un coût, chaque cliché grignotait de la pellicule, chaque erreur se payait. On ne pouvait pas spécialement se permettre d'expérimenter à l'infini. Il fallait parfaitement connaître la technique, maîtriser la lumière, l'ouverture, la vitesse d'obturation. Sans rentrer dans les détails, il fallait connaître son sujet et être sûr de ce qu'on fait dès le premier cliché. Le photographe professionnel ne pouvait pas se permettre de tester tous les réglages en espérant tomber sur un cliché potable. Trop risqué, trop cher. Il fallait de la préparation, il fallait de la maîtrise. Et puis est arrivé le numérique. On arrivait bien là dans un nouveau paradigme. Tu pouvais prendre 300 photos d'une même scène, zéro préparation, zéro réglage, tout en mode automatique, et t'avais juste à sélectionner la plus potable pour poster sur tes réseaux. Mais alors, est-ce qu'on peut encore parler de photographes professionnels ou on est simplement devenus des déclencheurs compulsifs qui espèrent que dans le tas, ils trouveront forcément une bonne prise ? Et vous me voyez venir. Appliquons ce raisonnement dans le trading. Acheter 10, 20, 30 comptes en espérant en réussir un ou deux, sans concrètement savoir quel est réellement votre edge sur le marché. Car même si vous passez des challenges, même si vous êtes financé, sans fondation solide, sans technique, sans rigueur, c'est un château de cartes qui finira par s'effondrer. Alors pourquoi continuons-nous à acheter des challenges alors qu'on finit par les griller les uns après les autres ? Ce n'est pas spécialement un problème de stratégie. C'est un problème d'addiction. L'achat compulsif active notre circuit de récompense cérébrale. La dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir, est libérée à chaque clic, à chaque nouvelle opportunité, même illusoire. Et ce mécanisme est amplifié par les réseaux sociaux. Ces vidéos qui nous montrent des traders qui réussissent, qui obtiennent des payouts de 2000, 5000 $, mais ce qu'on ne voit pas, c'est les dizaines de comptes qu'ils ont cramés avant ça. Selon une étude de l'université d'Harvard publiée dans le HBR 2022, notre cerveau réagit plus intensément aux récompenses immédiates et visibles qu'aux récompenses long terme. Et les réseaux sociaux renforcent ce biais en filtrant ce qu'ils nous montrent. On ne vous montre pas les échecs, on vous montre le bon extrait, le highlight, le moment où ça a marché. Résultat, vous achetez, vous réessayez, vous tombez, vous réessayez encore et encore. C'est la logique du peut-être cette fois. C'est comme un joueur qui gratte un millionnaire. Chaque achat de challenge devient une partie, un shoot de dopamine. Alors posez-vous cette question.
Achetez-vous un challenge pour appliquer votre plan de trading ou pour ressentir l'excitation de croire que cette fois, c'est la bonne. Et c'est la même chose pour les gens qui achètent 5 comptes en promo et qui les crament en copiant leur trade. Tout ça, c'est du gambling, c'est pas du trading. C'est pas un business plan, c'est un piège mental. Le vrai test, ce n'est pas l'accès au compte financé, c'est de le maintenir. Avant de vous partager ce qui est selon moi une bonne utilisation des propres firmes, je tiens à clarifier un point essentiel. Je n'ai rien contre les propres firmes, bien au contraire. Je suis même pro-propre firme en fait. Utilisé intelligemment, c'est un outil d'une immense valeur. Il vous permet de vous former à bas prix dans des conditions proches du réel. C'est aussi un garde-fou immense, parce que dans le pire des cas, vous perdez l'argent que vous avez mis dans le challenge, ou dans le compte financé si vous en êtes à ce stade, mais pas plus. Et une fois que vous vous êtes prouvé que vous êtes un trader rentable, régulier, discipliné, à ce moment-là, la propre firme devient un tremplin, vous offrant un levier pouvant faire exploser vos performances. Et à aucun moment je ne souhaite retourner au système de l'époque. Les propres firmes sont une évolution, une chance, mais encore faut-il les utiliser à bon escient. Petit aparté, bon, vous êtes libre de faire vos propres choix, mais dans la mesure de possible, évitez les propres firmes CFD. Elles coûtent 3 fois plus cher, n'ont pas de contrepartie, donc il est peu probable qu'un jour vous accédiez à un vrai compte live, et en plus de ça, les volumes sont fictifs. Alors, suivant les actifs que vous tradez, je pense à vous surtout, messieurs du Forex, je peux comprendre que les comptes futurs pour vous, c'est un peu compliqué parce que vous vous retrouvez restreint en termes d'actifs possibles, mais honnêtement, il y a quand même de gros avantages à être sur Futur, et peut-être qu'au final, se spécialiser dans un ou deux actifs qui est disponible sur Futur, ce serait pas une bonne solution. Et pour conclure, j'aimerais apporter une petite précision concernant ma métaphore du photographe. Je n'ai jamais dit qu'un photographe professionnel ne pouvait pas utiliser les réglages en mode automatique, mais il sait pourquoi il le fait. Il connaît la technique, il sait quand, comment et dans quelles conditions il peut utiliser ces réglages plutôt qu'un autre, il peut justifier chaque décision. Alors posez-vous cette question, êtes-vous ce photographe ou êtes-vous celui qui appuie sur le déclencheur sans savoir ce qu'il fait? Si vous pensez être tombé dans cette boucle de surconsommation de compte propre firme, alors pas de panique, les erreurs, on en fait tous, vous en faites, j'en fais, et on en fera encore. Ce qui compte, c'est ce que vous décidez de faire maintenant. Si à partir de cette vidéo, votre seule préoccupation est votre amélioration en termes de constance, de management et de psychologie, alors vous êtes sur la bonne voie. Il va falloir vous détacher de l'appât du gain, car cette quête du payout immédiat vous coûte beaucoup trop cher, challenge après challenge. Pour ça, on va changer d'objectif. Prenez le plus petit compte de votre propre firme favorite. Souvent, et pour cet exemple, on va prendre un compte à 50 000 $. Mais réalisez bien une chose, vous n'avez pas réellement un compte à 50 000 $. Vous payez simplement pour avoir un drawdown de 2500 $. Oubliez le marketing exorbitant, vous êtes sur un compte de 2500 $, et c'est avec ça que vous devez apprendre à survivre. Objectif, tenir un mois de trading. 2500 $ divisé par 20 jours de trading dans le mois, ce qui nous fait 125 $ de perte maximum par jour. Maintenant, décidez de combien de trades vous prenez en moyenne par jour. Dans notre exemple, on va prendre 2 trades par jour, ce qui nous fait 60 $ de risque en moyenne par trade, frais compris. Maintenant qu'on a calculé notre risque, il nous suffira de calculer notre sizing en fonction de notre stop. Sur les contrats futurs, peut-être que ça veut dire de passer en micro. Alors, oui, c'est petit, mais c'est formateur. Et si le travail a été bien fait, normalement, votre compte devrait vous tenir un mois. Grâce au journal de trading sur lequel on a fait une vidéo précédemment, je vous la mets en description, vous allez pouvoir analyser vos trades, voir si c'est un problème d'edge ou de psychologie. Dans tous les cas, au niveau management, normalement, si vous avez bien suivi les étapes et que vous n'avez pas de tilt, ça devrait bien se passer. Et avec toutes ces datas, vous avez de quoi améliorer votre trading concrètement. Et puis, si vous avez une courbe ascendante, ça vous prouve bien que vous avez un edge sur le marché et en plus de ça, vous avez de l'avance pour valider une propre firme. Quoi de mieux? Mixez ça avec un journal de trading rigoureux, notez chaque décision, chaque émotion, et vous aurez un miroir fidèle de votre trading. Parce que si vous réussissez à capter un mouvement de marché de manière régulière, alors c'est gagné. L'argent suivra. Voilà le vrai travail. Pas de magie, pas de shortcut, juste du travail. Du vrai. Sur vous-même, sur votre méthode et sur votre mental. Et n'oubliez pas que le trading, c'est avant tout dans la tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé dans la gestion de vos propres firmes. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un like ou à partager, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et si vous avez des questions, la section commentaires est là pour ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.